Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 avril 2022 et je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la première partie qu'il consacre à Platon. Je suis au chapitre 5, 6, 7, 8, la solution politique. Alors je lis et puis voilà, j'élucubre, on va dire, par rapport à cette lecture. Je la découvre en même temps que je lis et c'est en lien avec la théorie que je défends sur la mécanique universelle et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'unité, la paix universelle, l'extase, qui est la réunion avec le divin, avec le principe créateur, que nous appelons le divin. Voilà, les religions l'appellent le divin, mais voilà, c'est ce qui a créé cet univers, ce qui a créé les lois, le- voilà, tout ce que l'on voit, cette création, le principe qui a créé cette création. Et donc, on parviendra, lorsque l'humanité aura atteint sa perfection, dans quelques siècles peut-être encore, très certainement, au rythme où l'homme évolue, c'est assez lent quand même, mais on atteindra cet état de perfection. C'est un chemin, c'est une finalité obligée, parce que l'humain cherche intuitivement, chaque être humain cherche intuitivement le bonheur, la paix, la sérénité. Voilà, c'est une demande individuelle pour les 7 milliards d'êtres humains qui composent aujourd'hui, par exemple, notre humanité. La plupart recherchent cet état de bonheur. Et donc, cette énergie, en fait, euh, elle, elle finit par donner la, par donner par, par, par conduire l'ensemble humain à chercher le bonheur. Et donc, progressivement, de siècle en siècle, on fait évoluer, on évolue vers cette destination. Même si il faut passer par le chaos, par la guerre, comme c'est le cas actuellement entre, en Ukraine, c'est des passages obligés et c'est à travers ça aussi que l'humanité se construit. Elle se construit grâce au bien, mais grâce au mal aussi. Le mal construit le bien de la même manière que le bien. C'est exactement pareil. C'est une énergie, notre énergie, une énergie négative, mais qui sert en même temps à faire évoluer les choses. À la sortie de la dernière guerre mondiale, les, un tas de lois qui ont été mises en œuvre par le comité de la résistance ont dopé l'humanité, l'ont poussé, l'ont fait, l'ont fait monter sur des paliers qu'elle n'avait encore jamais atteints, etc. On a été obligé d'imposer les crimes contre l'humanité qu'on n'aurait jamais pu imposer s'il n'y avait pas eu cette violence. C'est tragique, c'est terrible, parce que c'est la preuve de notre évolution inconsciente, parce qu'on pourrait évoluer de façon consciente, mais on n'a pas encore atteint le niveau d'évolution consciente, malheureusement. Mais c'est comme ça, on ne peut pas demander à un adolescent d'être déjà un adulte. Il faut qu'il passe par une étape d'adolescence, c'est normal, voilà. Et donc si nous sommes dans une sorte d'adolescence, il faut qu'on atteigne progressivement l'âge adulte et l'humanité dans sa globalité, un âge adulte où on sera conscient de notre but, où on sera conscient de ce qu'on doit faire. Parce qu'en fait, un homme, il atteint un degré de, d'état adulte quand il sait ce qu'il veut faire.
quand il sait sa finalité, se marier, avoir des enfants, avoir un bon travail, voilà, une maison. Donc c'est l'objectif. Et il sait en plus son objectif final, qui est la fin de son existence. Donc travailler le mieux possible et atteindre une sorte de sagesse. Normalement, c'est ça. À la fin de son existence, même si ce n'est pas complètement conscient, il sait qu'il voilà, il doit atteindre un état de sagesse et la mort derrière. Et pour l'humanité, c'est la même chose. Elle le fait pour l'instant intuitivement, elle évolue intuitivement, mais il y a un moment où elle devra prendre conscience de son sens et le déterminer. Le sens, c'est peut-être que le sens de l'humanité, c'est celui que j'essaie de décrire dans la mécanique universelle, sur le site mécanique universelle.net. Peut-être c'est celui-ci. Donc je commence ma lecture. Automatiquement, sans l'hypocrisie du vote. Démocratie signifie égalité parfaite, surtout dans l'éducation. La démocratie ne consiste pas dans l'exercice à tour de rôle des fonctions publiques par des individus pris au hasard. Tout citoyen aura une chance égale de se rendre apte aux tâches complexes du gouvernement. Mais seuls ceux qui auront prouvé la qualité de leur métal, ceux qui seront sortis de toutes les épreuves avec les insignes du talent. Je vous renvoie à la vidéo précédente qui explique justement la progression de l'éducation selon Platon jusqu'à 35 ans pour pouvoir être un guide pour l'humanité, pour la société, hein, pour la société athénienne à l'époque, pour être un leader en somme. Toutes les épreuves avec les insignes du talent seront désignées pour gouverner. Les officiers publics ne seront pas élus par vote, ni par des cliques secrètes qui tirent les ficelles d'une prétendue démocratie. Alors là, on voit l'hostilité qu'avait Platon envers la démocratie qui était sans doute imparfaite et corrompue à son époque. C'est d'ailleurs elle qui a condamné son maître, Socrate, à la mort. Ils s'imposeront par leur capacité, comme le permet cette démocratie première qu'est l'égalité de race. Ça va loin, cette égalité pour lui déjà. Donc, est-ce qu'il pensait inclure dans cette idée ce qu'étaient les esclaves, puisqu'Athènes avait une colonie d'esclaves importante. Personne ne pourra occuper une place sans une formation appropriée à la fonction qu'il doit remplir. Alors voilà, ça c'est une lutte contre le népotisme qui devait certainement exister à cette époque, comme il existe aujourd'hui, et c'est ce qui a corrompu, c'est une des choses qui ont corrompu la démocratie et qui font que notre démocratie souffre actuellement. Il y a l'accaparement des médias par l'oligarchie, c'est-à-dire que les médias, au lieu d'être un centre juste entre les dominants et les dominés et le peuple, entre les leaders et le peuple, il est passé du côté des dominants. Donc ça a complètement bouleversé le système, les garde-fous de l'humanité. Et donc les dominants sont rentrés en toute puissance parce qu'il n'y avait plus d'opposition, de contrariété, de contradiction. Les médias étaient un des pôles de contradiction avec les syndicats, avec l'opposition, etc. Et donc là, en faisant ça, c'est un des problèmes qui a conduit
a abîmé la démocratie comme on peut le constater aujourd'hui et qui se trouve même confronté à aller vers à, à d'abord élire des chefs d'État qui ne sont peut-être pas les meilleurs qu'on pourrait avoir, justement parce que les oligarques imposent, donc passent par-dessus le peuple, et donc abîment le système démocratique. Voilà, ils nous imposent une vision qui est peut-être pas la bonne. Et donc, il y a aussi le népotisme, le fait que des êtres humains se retrouvent dans des positions hiérarchiques sans en avoir complètement les compétences. Et ils privent ceux qui en auraient les compétences de ces places. Voilà. Tout citoyen aura une chance égale de se rendre apte aux tâches complexes du gouvernement. Mais seuls ceux qui auront prouvé la qualité de leur métal, ceux qui seront sortis de toutes les épreuves avec les insignes du talent, les métaux, le métal, il y avait l'or, voilà, il a symbolisé un petit peu dans cette compétition, dans cette éducation, ceux qui vont être détectés comme étant de l'or, ceux qui seront détectés comme étant de l'argent, ceux qui seront détectés comme étant de l'airain ou du fer, voilà, seront désignés pour gouverner. Les officiers publics ne seront pas élus par vote, ni par des cliques secrètes qui tirent les ficelles d'une prétendue démocratie. Ils s'imposeront par leurs qualités, comme le permet cette démocratie première qu'est l'égalité de race. Personne ne pourra occuper une place sans une formation appropriée à la fonction qu'il doit remplir. Les hautes fonctions étant réservées à ceux qui auront d'abord donné satisfaction dans les fonctions inférieures. Est-ce là un gouvernement aristocratique? Eh bien, il n'y a pas à s'effrayer du mot si la réalité qu'il désigne est bonne. Pour les sages, les mots ne sont que des jetons sans valeur propre. Il n'y a que les sots et les politiciens qui les prennent pour argent comptant. Ben oui, c'est ça. Nous, c'est exactement... les dominants s'imposent les politiciens s'imposent en abusant et les sots, en faisant croire que nous sommes dans une démocratie et que nous sommes enviables, etc. etc. Et nous sommes dans une démocratie, mais extrêmement frelatée et qui est en régression. Nous voulons être gouvernés par les meilleurs. Et le gouvernement par les meilleurs, c'est l'aristocratie. Alors, voilà, ça peut être l'aristocratie. Mais si les meilleurs sont élus par le peuple, c'est la démocratie. Et en fait, c'est ça. Une très bonne démocratie, c'est bien supérieur à l'aristocratie. L'aristocratie, ce sont les meilleurs qui s'élisent entre eux. Donc il y a une sorte de népotisme et qui se trouvent meilleurs par le sang, par des choses comme ça. Mais tel qu'en parle Platon, c'est par l'éducation. Donc les meilleurs sont choisis d'une certaine façon par le système, et donc c'est beaucoup plus démocratique. C'est une démocratie dont il parle. Voilà, c'est pas parce que en démocratie, c'est normalement les meilleurs qui arrivent en tête, qui sont dans les meilleures places, les places de gestion et qui peuvent gérer l'État et le système au nom du peuple, pour les valeurs du peuple. Voilà. Et une démocratie, ça serait les meilleurs qui montent pour l'aristocratie, pour le bien de l'aristocratie, pour le bien d'un petit clan, en fait. Voilà la différence entre les deux.
Nous voulons être gouvernés par les meilleurs. Et le gouvernement par les meilleurs, c'est l'aristocratie. N'avons-nous pas dit, dit Carlyle, de toutes nos aspirations et de toutes nos prières, appeler ce gouvernement par les meilleurs? Mais nous en sommes venus à imaginer des aristocraties héréditaires. Voilà, c'est ça. Notons bien que l'aristocratie platonicienne n'est pas de cette sorte. Voilà, c'est pas l'aristocratie telle qu'on l'a connue, le droit du sang, etc. Et qui finit par se corrompre, bien entendu. Notons bien que l'aristo n'est pas de cette sorte. On pourrait plutôt la nommer une aristocratie démocratique. Voilà exactement, je le découvre en même temps que je le lis. C'est tout à fait ce que je pensais. Je ne savais pas bien l'exprimer, mais c'est ça, une aristocratie démocratique. Car au lieu de choisir à l'aveugle le moins mauvais des candidats présentés par les partis, chacun pour son compte sera candidat et aura, de par son éducation, chance égale d'être admis aux fonctions publiques. Ici, pas de caste, pas de situation ou de privilège héréditaire, pas d'entrave au talent sans fortune. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ce que nous avons connu dans les 30 Glorieuses. Le fils d'un magistrat débute au même niveau, a les mêmes chances et est traité de la même manière que le fils d'un cireur de bottes. Si le fils du magistrat est un sot, il est éliminé à la première épreuve. Si le fils du cireur est capable, il peut devenir gardien de l'État. La voie lui est ouverte. C'est ça qui est extraordinaire dans cette pensée. Et un peuple qui... Pourquoi la démocratie, le bien de la démocratie est favorable, même à l'élite, même à l'oligarchie. Si l'oligarchie était intelligente, elle nous aurait pas fait plonger dans cette oligarchie népotiste. Parce qu'en fait, elle se dessert elle-même. Les autres, surtout dans un monde universalisé, un monde mondialisé, les autres, les pays qui font monter les meilleurs deviennent forcément meilleurs que ceux qui font monter par népotisme. Donc, si la France, elle a régressé sur ces 40 dernières années, c'est parce que nous sommes victimes du népotisme. Et donc, c'est tout le monde qui est impacté. Les dominants qui profitent d'un système qu'ils épuisent et qu'ils finissent par anéantir, donc par faire régresser le pays qu'ils disent aimer, en fait. Et ils ne le font pas exprès, c'est un mécanisme, c'est une logique. En fait, les dominants font ça, mais ça pourrait être le peuple fait la même chose. Celui qui peut placer son fils, même si c'est même s'il est moins performant qu'un autre, le fera. Donc c'est une sorte de mécanisme. Il faut qu'il y ait des garde-fous pour éviter cela. Et quand un système est dans la toute-puissance, ça a été le problème du néolibéralisme, le fait qu'il ait été dans la toute-puissance, il a fait exploser toutes ces barrières, toutes ces règles qui pouvaient lui imposer de faire monter les meilleurs et de ne pas sombrer dans le népotisme. Voilà. Donc on sait, notre régression est liée à cette inconscience en fait. Elle est ouverte à tout talent, quelle que soit son origine. C'est là une démocratie d'école, 100 fois plus honnête et plus vraie qu'une démocratie de scrutin. Voilà, c'est vrai, mais pour ça, il faut que l'école soit républicaine, pour que la démocratie fonctionne correctement bien. Et que ce soit qu'on n'ait pas besoin du scrutin. D'ailleurs, le scrutin, on n'en a pas beaucoup sur les 5 ans d'une présidence. Donc le peuple, il n'a pas une grande action sur la démocratie.
Donc ce qui a le plus d'action, c'est justement à travers l'école citoyenne. Si l'école était vraiment bien, bien organisée, et ben d'abord des Henri IV et des Louis le Grand, ces écoles prestigieuses seraient extrêmement répandues dans le pays et pourraient et verraient converger tous les meilleurs voilà, de toutes les régions, de toutes les classes sociales, etc. Et donc, on aurait une élite qui serait vraiment compétente. Et ce népotisme, il est extrêmement mesurable à travers ce qu'est devenu l'ENA en 40 ans. Ils ont été obligés de faire des efforts pour remettre de la mixité sociale. Donc le système s'était tellement corrompu qu'il n'y avait plus de mixité sociale. Et, donc, voilà, on avait des élites, des dirigeants qui étaient des bourgeois, qui sortaient que de la bourgeoisie, qui n'avaient qu'une seule vision du monde, la vision à travers leur bourgeoisie, et des médias qui étaient devenus pareils, donc qui montraient plus que la bourgeoisie, et donc ils ont complètement oublié, il n'y avait plus rien qui pouvait leur ramener ce qui se passait dans le peuple, dans le peuple qui souffrait, etc. Ça ne remontait plus aux oreilles des dominants, parce que les médias ne s'en occupaient plus, ils faisaient plus que d'une sorte d'élitisme, voilà, starisation du monde et des choses. Donc il ne faisait plus remonter les doléances, ce qui se passait dans le peuple, et le chef d'État s'est retrouvé avec pratiquement une révolution dont il ne comprenait rien, quoi, dont il n'a pas compris ce qui se passait, qui était juste l'excès de l'explosion de cette chape de plomb dans laquelle le peuple était maintenu et souffrait en sourdine sans pouvoir rien faire. Il voyait qu'on délitait complètement sa vie, qu'on massacrait l'hôpital, qu'on massacrait ses services sociaux, qu'on massacrait ses services publics, qu'on pillait ses richesses, qu'on le maltraitait, qu'on respectait pas son travail, enfin voilà, il était qu'on laissait à l'abandon les villes de la campagne, etc. Une sorte de déliquescence comme ça, et il se voyait même plus dans les médias. On montrait de lui une image où il ne pouvait même pas se reconnaître, si c'était pour se reconnaître à travers le loft ou voilà, les seuls qui essayaient qui prenaient que cette élite médiatique prenait du peuple, c'était des sortes de caricatures, des caricatures de l'élite, des caricatures des oligarques qui étaient les rappeurs un peu célèbres là, qui se gavaient de bagues en or, de dents en or, de voitures de Mercedes-Benz, voilà, et qui en fait ne faisaient que mimer ce qu'ils essayaient de critiquer, en fait. Et ils reprenaient tous les codes de manière absolument kitsch, c'était pas un véritable esprit critique, comme on avait pu le connaître dans les années hippies ou dans les années voilà, il y a eu des années où la jeunesse, elle était critique, mais en voulant sortir du modèle. Bon, bref, c'était comme ça que ça devait se faire, évidemment, mais voilà le problème. Donc, elle est ouverte à tout talent, quelle que soit son origine. C'est là une démocratie d'école 100 fois plus honnête et plus vraie qu'une démocratie de scrutin.
Ainsi donc, renonçant à tout autre métier, nos gardiens devront être les artisans les plus minutieux de la liberté de l'État et n'entreprendront aucune tâche qui ne se rapporte à ce but. Et là, c'est clair que Platon, c'est un génie de l'affect. Voilà, un génie de l'affect, un génie du, de, des propositions pour une société la meilleure possible. Il a réfléchi à tout, parce il a été témoin de toutes ces corruptions dont je parle et qu'on distingue aujourd'hui dans les démocraties. Donc ça n'est pas nouveau, ce système. Alors comment se fait-il que on remarche toujours dans les mêmes pièges? On tombe toujours dans les mêmes fossés. Personne n'est là pour baliser, pour dire attention, voilà, on plante des piquets, là c'est dangereux, on n'y va pas. Là on répare cette partie pour que le chemin soit d'une autre manière. On reproduit ces schémas. Alors on les plus jamais ça à la sortie de 14-18 et 10 ans, 20 ans après, on repart sur le même modèle. Aujourd'hui, on dit voilà, plus jamais ça sur l'Europe. Alors oui, ça, on a tenu 70 ans quasiment, mais on repart sur les mêmes travers. Et tout ça parce que c'est la surdité, parce qu'on n'a pas compris que les dominants, on ne peut pas avoir une vraie confiance en ces dominants. On surestime leur intelligence, on surestime leur capacité. Les Américains et les Russes sont, puisque c'est eux en fait qui sont en guerre là, en Ukraine, et comme les communistes et les capitalistes l'étaient en Afrique durant l'URSS et les USA des années 50, 60, 70, voilà, ou en Afrique ou en Amérique latine. Donc il y a toujours ce système de manipulation, ils ne sont pas capables de se dire, bon, on va partager le leadership, maintenant on est à un autre niveau, on va prendre le meilleur du capitalisme, le meilleur du socialisme, et on va évoluer puisqu'on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du tourisme, j'ai vu l'autre jour. Bon, bref, toutes ces organisations mondiales sont déjà là. Donc, ça n'est pas pour rien qu'on est arrivé à ce degré-là. Eh bien non, il faut qu'ils aillent épuiser leur pulsion primate. Et c'est aussi valable pour Biden que pour Poutine. Ils sont à ce degré-là, quoi. Ils sont à ce degré de coup de menton et on est encore tributaire de ces pathologies, de ces êtres humains qui ne sont pas nombreux, mais qui décident pour l'ensemble de la planète. Alors, évidemment, l'humanité ne se trompe pas dans son évolution. Si on doit passer par une période de chaos, c'est qu'il faut passer par une période de chaos pour atteindre notre niveau. Voilà, c'est tout. Donc la guerre, elle est aussi obligatoire, là, puisqu'elle est, tout ce qui se fait ne pouvait pas ne pas se faire. Donc là, cette guerre qui s'est déclarée, elle ne pouvait pas ne pas se faire puisqu'elle s'est réalisée. C'est une illusion de croire qu'on aurait pu éviter la guerre. Non, on ne pouvait pas. Elle est là. Tout ce qui est présent sur Terre, toutes les actions qui sont faites ne pouvaient pas ne pas se faire puisqu'elles sont faites. Voilà. Maintenant, il faut après. Alors on peut être révolté par ça et puis regretter que ça se fasse. C'est mon cas d'ailleurs et c'est absurde. Ça veut dire que je ne comprends même pas
propre philosophie, ou je l'applique pas, disons, mais bon, je ne suis pas le premier à ne pas pouvoir appliquer à ce que ma révolte, mon côté révolté, mon côté écorché, m'empêche d'être aussi sage que ce que je me préconise dans ma philosophie. Rousseau, voilà, il a écrit des pages admirables sur l'éducation et on ne peut pas dire que ça a été, qu'il les a mis en pratique. Bon, voilà, c'est l'ambiguïté souvent du philosophe et de sa mise en pratique. Mais c'est valable pour tout le monde, hein, même ceux qui critiquent ce système-là et qui pensent en être exonérés. Ils sont très rares ceux qui peuvent vraiment mettre en parfaite adéquation la théorie avec la pratique. Et donc, voilà, bon, je ne sais plus où j'en étais. Alors, ils exerceront à la fois le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Même les lois ne les lieront pas à un dogme en face des circonstances nouvelles. Le gouvernement des gardiens sera intelligent et souple, affranchi du précédent. Mais comment des hommes de 50 ans auront-ils la souplesse de l'intelligence? Oui, parce qu'ils arrivent à 50 ans, d'après Platon, hein, c'est dans la vidéo précédente, où on voit un petit peu le passage des âges. Auront-ils la souplesse de l'intelligence? Leur esprit ne se laisserait-il pas figer par la routine? Non, 50 ans, 50 ans, c'est un bon moment pour un homme en réalité. Il commence à prendre conscience qu'il est mortel, donc son ego, son narcissisme diminue, hein, il n'est plus dans la toute-puissance, et il a accumulé une certaine expérience et une certaine connaissance de la vie. Donc, se laisser figer par la routine adimente, se faisant sans doute l'écho de quelques chaudes discussions entre frères, objecte que les philosophes sont des sots ou des coquins qui seraient, comme chefs d'État, stupides ou égoïstes, ou les deux à la fois. Je suis un peu d'accord avec ça, et même pas mal d'accord avec ça. Quand on voit les philosophes qui passent à la télévision, ils sont rares ceux qui ont mais d'ailleurs c'est intéressant à analyser ça, ceux qui ont un fond apte à gouverner. Et peut-être parce qu'on ne choisit pas la philosophie par hasard. Il y a quelque chose d'écorché dans chaque philosophe. Et c'est valable pour Bernard-Henri Lévy, comme pour Michel Onfray, comme pour Bourdieu ou pour Freud, ou pour voilà, tous ceux qui font acte de philosophie, quand on les écoute, ceux qui passent à la télévision au moins, parce que c'est clair qu'il y a voilà, des philosophes qui pourraient être compétents au niveau politique, il doit y en avoir, mais au moins ceux qui représentent un peu la confrérie des philosophes, eh ben, on sent un peu leur fragilité, leur souffrance, leur blocage, leur côté un peu injuste, etc. Donc, ils ne feraient pas des bons guides, des bons maîtres, des bons, comment il les appelle, Platon, des bons, bon, des bons chefs, quoi, en fait. Comme objecte que les philosophes sont des sots ou des coquins qui seraient comme chefs d'État stupides ou égoïstes, ou les deux à la fois. Ceux qui s'appliquent à la philosophie et qui, après l'avoir étudiée,
Donc il faudrait savoir qui est ce Adimante. Et qui, après l'avoir étudié dans leur jeunesse, pour compléter leur éducation, ne l'abandonnent pas, mais s'y attachent trop longtemps, deviennent pour la plupart des personnages bizarres, pour ne pas dire tout à fait insupportables. Tandis que ceux d'entre eux qui semblent avoir le plus de mérite ne laissent pas de contracter dans cette étude que tu nous vantes l'inconvénient d'être inutile à la société. Donc c'est dans un dialogue de Platon à Dimante. Et donc Platon, il arrive même à contester sa propre théorie, lui mettre en face la contradiction. Et c'est là où il y a quand même un esprit supérieur, un esprit qui est au-dessus de la moyenne, quoi. C'est là un assez bon portrait de certains philosophes modernes à lunettes. Alors ça, c'est Will Durant qui dit ça. Mais Platon répond qu'il a prévu cette objection en formant ses philosophes à la vie pratique, en même temps qu'à la science des écoles. Oui, c'est vrai. Alors à ce moment-là, on n'a plus le problème des philosophes dont j'ai parlé là, qui ont été juste éduqués de, sans l'épreuve du feu d'une certaine façon, bien que ils y soient allés au feu. Hein. Faut quand même reconnaître leur courage, etc. Ils y vont, ils s'y confrontent, ils cherchent à s'y confronter, ils font le maximum pour s'y confronter. Mais ça n'est pas le philosophe tel qu'il aurait été éduqué selon la méthode de Platon. À ce moment-là, ce type de philosophe, oui, effectivement, serait à 50 ans apte à gouverner. Et gouvernerait sans doute mieux que quelqu'un qui ne serait pas philosophe et qui aurait le même parcours, voilà. Formant la vie pratique en même temps qu'à la science des écoles, qu'ils seront par conséquent des hommes d'action et non de purs penseurs, des hommes de haut dessein et de noble caractère, tels que les trempes, l'expérience et l'épreuve. C'est peut-être ce qui a été le cas pour un De Gaulle, pour un Churchill, pour un Pompidou, voilà, ces chefs d'État qui ont eu qui sont passés par l'épreuve du feu. Alors, ce n'est pas une vénération de la guerre ou d'autre chose, parce que ça peut vraiment être ces expériences, et espérons que on n'ait pas besoin de les pratiquer par l'expérience guerrière qui nous met réellement face à la mort, ça c'est clair, face à l'obligation d'en accepter la possibilité. Un De Gaulle, quand il est en 14-18 sur le front, clairement, à un certain moment, il a dû accepter le fait qu'il peut être tué. Voilà. Donc ça fait un autre type de psychologie à ce niveau-là. Par philosophie, Platon entend une culture active, une sagesse à donner aux besognes concrètes de la vie. Il n'entend pas une métaphysique cloîtrée et sans influence pratique. Platon est l'homme qui ressemble le moins à Kant, ce qui est, toute révérence gardée, un grand mérite. Voilà ce que dit Will Durant. Voilà pour l'incompétence. Quant à la coquinerie, on peut en garantir les gardiens en établissant parmi eux un système communiste. Donc le premier grand communiste, c'est Platon. C'est pourquoi je pense, alors voilà, je ne pense pas que ça soit le meilleur gouvernement, mais parce que justement, c'est le pire du peuple qui monte en haut. Voilà, un Staline, comme il y a cette compétition, mais c'est à travers une violence, à travers la violence, et donc il monte en haut, forcément il fait la dictature du prolétariat, la dictature
par, par celui qui sort comme ça. Et ça, automatiquement, on arrive à, à cette perversion. Voilà, on l'a vu à Cuba, on le voit au Venezuela, on le voit. C'est exactement le pendant de celui qui va monter au lieu que ça soit un prolétaire, quand c'est un guerrier, euh, c'est le fascisme, l'extrême droite. Côté extrême droite, c'est la même chose. L'extrême droite, c'est des guerriers, des militaires qui la constituent. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qu'on considère comme l'extrême droite ou qu'on voudrait, euh, son origine a été faite par des militaires, par du militaire, comme chez Franco, comme les extrêmes droites en Amérique latine, comme voilà le nazisme, comme le fascisme. C'est le gouvernement par les guerriers. Et c'est exactement pareil. On arrive au même degré, à la dictature. Eh bien là, je vais arrêter là d'ailleurs. Voilà. Je vais arrêter là et je reprendrai un peu plus tard. Bon, en tout cas, je n'en vois pas la fin de ce Platon-là. Ça en fait, hein. Bon, bref. Je vais essayer de... Parce que je voudrais passer sur un peu la spiritualité. J'aimerais bien faire revenir à la spiritualité, sortir de la politique qui n'est pas la meilleure des façons de penser, de faire de la philosophie, à mon sens. C'est pas la, parce que c'est variable, et puis c'est subjectif. Ma pensée, c'est ma pensée, voilà, elle est très subjective. Et, euh, et, et puis ça varie. Et c'est valable pour tous les philosophes. Ce que pensait Kant de la politique à l'époque, c'est obsolète. Ce que pensait Hegel de toute la partie que Hegel consacre à la politique ou à ce qui était son actualité, c'est inintéressant. Et c'est ce que je pense de l'actualité, ça sera inintéressant dans quelques décennies ou siècles. Voilà, peut-être il y aura quelques petites choses intéressantes à pomper là-dedans, mais en règle générale, c'est destiné à vieillir, voilà, à passer de mode, et même plus que de mode, parce que c'est de la mode, et c'est pas bon, la mode. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, au revoir.